J'habitais plus tôt, n'est-ce pas? Et ma chambre était au premier. Je craignais mon père comme le feu. Mon père m'aurait fait fourrer dans un trou de souris. Eh bien, malgré ça, je risquais ma chance. La nuit, alors que mes parents me croyaient couché, vers 9 heures, je descendais par la gouttière du premier étage. Et de plus tôt, j'habitais près de l'avenue de la Défense. J'allais au concert de l'Univers, un cafcons qui était à ce moment-là très connu, qui s'appelait le cafcons de l'Univers. Et j'allais y écouter. La première fois que j'ai entendu Maurice Chevalier, c'est à ce moment-là, il avait 13 ans, 13-14 ans, et ça m'avait frappé. Il faisait le Jean Dranem également, et il chantait une chanson qui s'appelait La Morue. La chanson faisait à peu près ça, si je me rappelle. Voilà la morue, la morue salée. Voilà la morue, qui sort de la marée. Il avait un gros succès. Bonjour, monsieur Hamon. Et je voudrais faire partie du programme, monsieur Hamon. Ah bah tiens, tu tombes bien, toi. Poilot est malade, tu vas le remplacer. Qu'est-ce que tu vas chanter? La marche des gamins de Paris, monsieur Hamon. Voulez-vous que je vous la chante? Pas trop mal, dit monsieur Hamon. Ça peut aller. Viens demain. Tout fier, je partis annoncer cette grande nouvelle à mes parents. Chantant à tue-tête, je courais comme un fou renversant tout sur mon passage. J'étais transformé en bolide quand soudain, je fus attrapé par le bras. On me fit pivoter et je me trouvais face à face avec un malabar de 18 à 20 ans qui avait bien le double de ma taille. « Dis donc, toi, me dit le malabar, hier soir, t'as flanqué une tournée à mon petit frère et tu lui as poché un œil. Eh bien, il m'a chargé de te rendre la monnaie. » Et j'ai reçu un superbe coup de poing qui me ferma immédiatement l'œil gauche. Et beaucoup moins fier, je rentrais à la maison. Tes parents n'ont pas dû être très contents de te voir arriver dans cet état. Oh, ils avaient l'habitude. Pas de semaine que je ne rentre avec un gnon. Bah, cette fois-là, c'était grave, parce que je devais le lendemain paraître sur la scène. Non, mais tu te rends compte, avec une mirette comme un œuf d'autruche. T'as dû passer ta nuit à te mettre des compresses. J'ai même collé une escalope de veau, oui. On m'avait dit que ça enlevait l'enflure, mais rien n'y fit. Et le lendemain, mon œuf d'autruche était rouge, vert, violet, et je n'y voyais plus que d'un œil. J'avais tout du cyclope. Alors, tu n'as pas pu te chanter? Oh, mais si, j'ai eu un triomphe. J'ai même dû chanter une seconde chanson, le dimanche d'un Parisien. J'ai eu un succès, pas parce que j'étais épatant, mais parce que toutes les bonnes mamans du quartier qui étaient venues pour applaudir leur rocheton s'apitoyaient sur mon œil au beurre noir. Oh, le pauvre Bouboule, si c'est pas malheureux, un petit comme ça, hein? Car je n'ai jamais été très grand, comme tu le sais, comme je devais le chanter plus tard. Il y a une chanson qui dit « Si c'était pour en arriver là ». Non, ça n'a pas toujours été très drôle. Non, mais enfin, je ne voudrais façon... pas vous dire, comme beaucoup de mes camarades vous ont dit, j'en ai bavé, certainement, vous avez entendu ça. Oui, mais vous savez, surtout au moment où j'ai fait mes débuts, c'était beaucoup plus difficile que maintenant. Et ça a été très difficile. Oui, vous avez débuté au music-hall, non? Ah oui, oui, d'ailleurs, ma raison d'être, quand j'ai quitté ma famille à 16-17 ans, mon idée était absolument que de faire du music-hall. Je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais joué une comédie, ou que je serais arrivé à jouer... Et vous avez fait du cafcons? Ah, moi, je pense bien. Quel genre aviez-vous? Chanteur de charme? Au début, ah non, a dit. Ah non, bah, pourquoi pas? Chanteur de charme avec mes grands yeux noirs. À ce moment-là, je faisais le genre Dranem, car Dranem était en plein boom. Ah, oui. Et beaucoup de jeunes, comme moi à ce moment-là, nous étions omnubilés par Dranem et on le voyait avec Dranem. Vous aviez un petit costume vert? Non. Non, un petit costume à carreaux avec un petit chapeau comme lui, les pommettes rouges, le nez rouge, et puis le pantalon collant. Ouais. Alors que petit comme je suis, j'aurais dû chanter avec un pantalon très large, ce qui m'aurait donné une allure beaucoup plus drôle. Mais non, rien à faire. Pour moi, Dranem... Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'ayant une nature turbulente, je m'efforçais de faire comme Dranem, alors que ma nature était tout à fait le contraire. J'arrivais au milieu de la scène et vous ne m'auriez pas fait bouger pour un boulet de canon. Je fermais les yeux alors que j'avais plutôt envie de sauter, mais rien à faire. Il y a une chanson qui dit « Si c'était pour en arriver là ». Non, ça n'a pas toujours été très drôle. Non, mais enfin, je ne voudrais pas vous dire, comme beaucoup de mes camarades vous ont dit, j'en ai bavé, certainement, vous avez entendu ça. Oui, mais vous savez, surtout au moment où j'ai fait mes débuts, c'était beaucoup plus difficile que maintenant. Et ça a été très difficile. Oui, vous avez débuté au music-hall, non? Ah oui, oui, d'ailleurs, ma raison d'être, quand j'ai quitté ma famille à 16-17 ans, mon idée était absolument que de faire du music-hall. Je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais joué une comédie, ou que je serais arrivé à jouer... Et vous avez fait du cafcons? Ah, moi, je pense bien. Quel genre aviez-vous? Chanteur de charme? Au début, ah non, a dit. Ah non, bah, pourquoi pas? Chanteur de charme avec mes grands yeux noirs.
À ce moment-là, je faisais le genre Dranem, car Dranem était en plein boom. Ah oui. Et beaucoup de jeunes, comme moi à ce moment-là, nous étions omnubilés par Dranem et on le voyait avec Dranem. Vous aviez un petit costume vert? Non. Non, un petit costume à carreaux avec un petit chapeau comme Ah lui, oui, ah les oui. pommettes rouges, le nez rouge, et puis le pantalon collant. Ouais. Alors que petit comme je suis, j'aurais dû chanter avec un pantalon très large, ce qui m'aurait donné une allure beaucoup plus drôle. Mais non, rien à faire. Pour moi, Dranem. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'ayant une nature turbulente, je m'efforçais de faire comme Dranem, alors que ma nature était tout à fait le Jouer les contraire. placides. J'arrivais au milieu de la scène et vous ne m'auriez pas fait bouger pour un boulet de canon. Je fermais les yeux alors que j'avais plutôt envie de sauter, mais rien à faire. Oh, je me souviendrai toute ma vie d'une audition que j'ai donnée au Casino de Montmartre. Au Casino de Montmartre? Oui, le Casino de Montmartre maintenant est un cinéma qui s'appelle Comédia, je crois. Raconte. Ouais. Tu la veux? Raconte. Je te la raconte. Voilà, au Casino de Montmartre, tous les vendredis étaient réservés aux auditions. C'est-à-dire que tous les jeunes se faisaient inscrire dans la semaine et le vendredi venaient donner audition avec l'espoir d'être engagés. Je m'étais donc fait inscrire, le vendredi arrive et je me présente pour faire mon audition. J'oublie de te dire que ce vendredi était très connu, était considéré comme un jour où on rigolait bien et tous les mauvais garçons de Montmartre, tu te rends compte, venaient assister aux auditions, pas pour les applaudir mais pour les emboîter. Et la mode à ce moment-là était d'avoir une petite serbacane avec des petits pois, et tous les numéros qui ne leur plaisaient pas, il les mitraillait à la serbacane. C'était très drôle. Enfin, le moment arrive pour moi. Je dois te dire que quelques jours plus tôt, j'avais été voir un autre comique qui faisait le genre Dranem, comme je le faisais à ce moment-là, et qui, lui, pour corser le côté comique, s'était accroché au bout d'un fil une rose qui pendait au fond de son pantalon. Moi, je me dis, ça, c'était pas tant. D'autant que quand il entrait en scène, tout le monde rigolait. Je fais donc le coup de la rose. J'étais prêt dans la coulisse le jour de mon édition avec la rose qui pendait au fond de mon pantalon et je rentre. À peine avais-je franchi la scène que les serbacanes commencent à marcher. Ils ne pouvaient pas dire que j'étais mauvais puisqu'ils ne m'avaient pas encore entendu. Mais le coup de la rose avait produit son effet. Ils ne voulaient pas voir la rose. Et je fus mitraillé à bout portant. Je sortais d'ailleurs sans avoir pu l'ouvrir. N'est-ce pas? En sortant, il y avait un nommé Montel qui, lui, faisait partie de la troupe. Il était là, maquillé, il était méchant, en général, pour les jeunes. Et il parlait comme ça, il me dit, alors, mon petit ami, ça n'a pas trop mal marché, hein? Vous êtes content? Vous allez faire une belle carrière? Moi, je montais vivement dans ma loge, je me déshabillais, en pleurant toutes les larmes de mon corps. Et pour sortir de ce Casino de Montmartre, il fallait refaire le tour de la salle et sortir par l'entrée qui donnait sur le boulevard de Clichy. Et à ce moment-là, ces vendredis étaient tellement drôles que beaucoup d'artistes venaient là. Et ce jour-là, je me souviendrai toute ma vie qu'il y avait ce pauvre Georgel qui, me voyant arriver en larmes, m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, mon petit gars, ne t'en fais pas, ça se tassera. Et tu vois, nous avons tous débuté, mais tu n'es pas tellement mauvais, tellement... Ça voulait dire beaucoup de choses. Tu n'es pas tellement mauvais, tu verras que tu réussiras. Je me rappelle, le pauvre Georgel, quel brave garçon. On rappelle de son succès d'ailleurs, il chantait « Bonjour Mimi, toi dont les yeux me charment, toujours pour toi, mamie, j'ai versé bien des larmes d'amour. » Et toi, qu'est-ce que tu chantais au cours de ces auditions supplices? Ah, bah comme tu penses, je n'avais pas de répertoire à moi. Hein. Je chantais les chansons des autres. Par exemple, J'ai le téléphone que Boucault avait créé. Bon. Enfin, un jour, à la Grande Roue, le directeur avait vu mon audition en public, me fit venir dans son bureau. Mon petit, me dit-il, bah, ça ne va pas trop mal, ça n'a pas trop mal marché, je t'engage pour cette semaine. 12 francs, ça te va? 12 francs par jour, c'était pas grave. Non, pas par jour, 12 francs pour 3 jours. Oh, mais j'étais fou de joie, pense donc. C'était le premier argent que je gagnais comme artiste. Et je chantais 2 chansons. D'abord, La branche de lilas. Bon. Enfin, un jour, à la Grande Roue, le directeur avait vu mon audition en public, me fit venir dans son bureau. Mon petit, me dit-il, bah, ça ne va pas trop mal, ça n'a pas trop mal marché, je t'engage pour cette semaine. 12 francs, ça te va? 12 francs par jour, c'était pas grave. Non, pas par jour, 12 francs pour 3 jours. Oh, mais j'étais fou de joie, pense donc. C'était le premier argent que je gagnais comme artiste. Et je chantais 2 chansons. D'abord, La branche de lilas. J'en avais fait des cachets de 12 francs pour 3 jours, et matinée comprise. Si je compte bien, cela faisait 2 francs par représentation. Et tu comptes bien, dis non. Avec ça, j'avais tout juste de quoi déjeuner d'un cornet de frites
Moi, j'étais heureux de faire ce métier que j'adorais et que j'adore encore. Et ton amour te rapporte un peu plus. Bah, heureusement, car le cornet de frites à déjeuner et une saucisse pour dîner, c'est un régime dont on s'arrange à 20 ans. Et puis j'étais si fier d'être artiste. Je bombais le torse, je ne perdais pas un pouce de ma grandeur. Ah oui, j'étais fier d'habiter le quartier des artistes, la porte Saint-Martin, la porte Saint-Denis. J'étais fier de me promener boulevard de Strasbourg avec les autres artistes. Ah, j'étais fier de m'asseoir à la terrasse du Café du Globe. Le café des artistes. J'aurais voulu crier aux passants « Hé, artiste !» Alors, leur voix n'était pas mon cousin. Aussi, quelle déception pour moi de quitter ce milieu pour faire mon service militaire. Bouboule Troupier. On dirait un titre de film. Ah, c'est drôle ce que tu dis là, car le resquilleur que je devais être plus tard s'éveilla en moi dès mon arrivée au régiment. Quand le sergent demanda « Ceux qui se veulent être élèves tambour, lève la main !» Je me précipitais le premier, car on m'avait dit que c'était la combine. Tu avais ta combine déjà? Oui, je partais le matin sur les glacis glacés, et toute la journée, je faisais des flaflas et des pataflaflas et des rapataflaflas, tellement que j'en avais les doigts enflés, car je n'avais jamais touché une baguette de ma vie. Mon service militaire terminé, je rentrais à Paris et recommençais de courir les cachets, ne trouvant guère que des engagements de 3 jours par semaine. Je me demandais si j'allais végéter encore longtemps, lorsque j'appris que la tournée Séguin, en instance de départ pour l'Amérique du Sud, cherchait un artiste possédant un tour de chant et capable de jouer des petits rôles. Je me présentais, on me proposa 750 francs par mois, voyage payé, aller-retour. La durée du voyage devait être de 7 mois. Tu acceptas fou de joie. Oh, je serais même parti pour rien. Après un voyage affreux durant lequel je fus malade du premier jour jusqu'au dernier, je débarquais, cependant en conquérant, au pays du tango. À nous deux, Buenos Aires, dis-je. Et le soir même, j'allais dans un music-hall où paraissaient plusieurs artistes français. C'était la grande fête à Buenos Aires, le centenaire de la République. La foule était déchaînée. On m'a dit que les artistes français étaient très aimés à Buenos Aires. Eh ben, tu parles, Charles. La première chanteuse qui se présenta, une de mes sauvagettes, fut accueillie avec une bordée de sifflets et au cri de « Fuera !» ce qui veut dire « fous le camp ». Si bien que la malheureuse s'enfuit en pleurant. 1, 2, 8 femmes subirent le même sort. Eh bien, pensais-je, ça va être gai. Mais contrairement à mes craintes, lorsque 2 jours plus tard, je fis mes débuts, la fête nationale était finie, le public était beaucoup plus calme. Ma première chanson passa dans le silence. À mon retour à Paris, ayant vu à l'étranger beaucoup d'artistes en tout genre, acrobates, danseurs, etc., je décidai d'abandonner le genre dranem et d'apprendre à danser. C'est Georges Roger qui nous a appris à Maurice Chevalier et à moi les danses anglaises et les claquettes, dont la vogue était très grande à cette époque. C'est au Casino Saint-Martin que je me présentais dans mon nouveau costume, pantalon noir trop large, gilet blanc trop large, jaquette marron trop large, petit chapeau gris dont j'avais réduit la coiffe, enfin tout cela pour me faire paraître encore plus petit. Et lorsque je terminais mon numéro par une petite danse, eh ben ça fut du délire. Mais dites-moi ce nom de Bouboule qui semble attaché à votre personne à jamais, ça. Jamais vous vous séparez je ne de m'en ce nom-là. débarrasse jamais, D'où non. vous vient-il? Eh bien, c'est Maurice Chevalier qui m'a baptisé Bouboule. Tiens. Oui. Et nous avions à ce moment-là l'habitude de nous réunir quand nous jouions, ou même si nous ne jouions pas, on se réunissait à minuit, après l'heure du spectacle, dans une shop qui existe toujours d'ailleurs et qui s'appelle la Shop de l'Est, À côté de la gare de l'Est. Oui. à côté de la gare Oui. de l'Est. Et un soir où nous étions en train de nous chiner mutuellement, Maurice me dit « Oh, tais-toi, Bouboule !» Ça a eu le don de faire de rire tous les gens qui étaient autour de nous. J'ai vu que ça avait porté. J'étais un peu piqué parce qu'il marquait vraiment un gros point. Je me suis rebiffé immédiatement et je lui dis « Tais-toi, l'Aztèque !» Persuadé que le nom d'Aztèque allait lui rester, mais rien du tout. Bouboule m'est resté. Mais l'Aztèque, jamais on l'a appelé l'Aztèque. Je dois dire qu'à ce moment-là, il était grand comme il est, mais qu'il était beaucoup plus maigre. Et votre répertoire, c'était la chansonnette un peu bébête Ah c'était- non, à ce moment-là, au contraire, je me suis mis à danser, j'ai changé tout. Alors là, je donnais libre cours à ma nature et j'ai commencé à sauter comme C'était une dynamique, boule. oui. Comme une bouboule, quoi. Bouboule. Exactement. Non, je chantais à ce moment-là des chansons comme... C'est moi Bouboule du Sébasto, je me fais pas de bile, car je suis beau. Après, j'ai été engagé à Marigny pour interpréter une opérette de Félix Gandera et Bataille Henry, Je te veux, qui fut à l'origine de toute ma carrière dans l'opérette. Dans Je te veux, j'avais une chanson qui secouait toute la salle.
quand on sait bien se débrouiller. L'année suivante, j'interprétais toujours aux nouveautés le conte Obligado, dont le livret était également d'André Bard, avec mon ami Urban, qui avait aussi un grand succès dans le tango Mio Padre. Mais cette fois, la musique était de Raoul Moretti. Je peux dire sans fausse modestie que cette opérette fut une des plus éclatantes réussites de ma carrière, car le mérite en revint en grande partie au compositeur des Artichauts. Mes débuts, oui, moi j'étais à ce moment-là, ça marchait déjà pas mal. Je jouais une opérette qui a marqué d'ailleurs dans ma carrière, qui s'appelait Le Conte Obligado, Oui, au je me Théâtre souviens. des Nouveautés. Et pendant mes représentations, la maison Pathé m'a proposé de tourner Le Roi des Resquilleurs. Comme ça, ils sont venus vous chercher? Oui, ils ont pensé que c'était une chose, un sujet qui s'adaptait bien à ma nature. Et c'est comme ça que l'on m'a proposé Le Roi des Resquilleurs. Et vous vous êtes lancé de bon cœur dans cette carrière cinématographique? Ou avec réticence? Oh non, 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 avec grand cœur. Au contraire, j'attendais ma chance. Et comme je suis d'une nature plutôt inquiète, je dois vous le dire, j'ai toujours un peu peur de mal faire. Et ce que je fais, je ne le trouve jamais parfait. Enfin bref, je tournais donc le film. Et inquiet comme je le suis, je me trouvais à ce moment-là à Marseille, car j'avais l'habitude, quand je terminais mes représentations au Théâtre des Nouveautés, d'aller jouer l'opérette que j'avais créée à Paris, à Marseille. J'étais donc à Marseille quand Le Roi des Resquilleurs est sorti, et comme vous le pensez, j'attendais avec anxiété le résultat de la présentation. Je rentrais donc ce soir-là à mon hôtel, je me couchais, je dormais, quand à 3 heures du matin, le portier me sonne. On me dit, on vous demande de Paris. Je dis, chien, il peut me téléphoner, ma femme est malade, certainement à cette heure-là, c'est pas une bonne nouvelle. Je prends l'appareil et j'entends, je ne sais pas dire combien de voix, hurlant à l'appareil, criant « Bravo Bouboule, bravo, champion Bouboule, vas-y Bouboule !» Je me demandais ce que c'était, je dis « Mais enfin, qui êtes-vous? T'en fais pas, on vient de voir Le Roi des Resquilleurs, c'est formidable, ça va !» Enfin, je n'en revenais pas. Au revoir, je me rendors, et à 5 heures du matin, c'était certainement pas des gens qui avaient l'habitude de se coucher à minuit, m'ont fait la même sérénade, un deuxième coup de téléphone. C'était une aubade alors là, Ah, 5 heures oui. du matin. Je dois dire qu'au fond, j'étais très content. Ça m'avait touché très profondément, et je me suis dit, du moment qu'on s'est renseigné pour savoir où j'étais, puis enfin, ça venait de gens que je ne connaissais pas, puisque je n'en ai jamais vu aucun qui m'ait dit, c'est moi qui vous ai téléphoné à Marseille. Je me disais, ça sent bon tout de même. Donc cette bande à Bouboule, Georges Milton vous a donné d'autres occasions de chanter, parce que je crois qu'il y avait d'autres airs qui ont quand même été célèbres, des airs qui ont marqué. Je pense surtout à Émilienne, par exemple. Ah, Émilienne, oui, oui, en effet, oui, Ça oui. vous dit quelque chose? Ah oui, ça me revient même. C'est toi qui t'appelles Émilienne. C'est toi, ou c'est pas toi? Si c'est toi, ta mère a dit que tu reviennes. Que tu reviennes, Émilienne, que tu reviennes chez toi.